Donc, nous allons enchaîner maintenant sur une table ronde, être élu et engagé pour l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous. Je vais tout de suite passer la parole à Christophe Lejallet, directeur de PSO, qui va animer cette table ronde et vous présenter les différents intervenants. Oui, merci beaucoup et bonjour à nouveau à vous toutes et à vous tous. Donc, effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde, hein, qui est, comme certains le disent, elle est un petit peu longue, elle n'est pas tout à fait ronde, mais le principe, c'est par contre d'avoir un fonctionnement de table ronde. Alors, nous avons autour de cette table donc Pascal Hubert, hein, qui est conseiller délégué à la coopération décentralisée et élu en tant qu'élu à l'Eurométropole de Metz, avec effectivement un engagement, notamment avec la région de Nouakchott. On vient d'entendre votre partenaire, hein, la présidente de la région de Nouakchott, s'exprimer. Alors, nous avons également Julien Fréburger, donc, qui est maire de Mézières-les-Messes, hein, qui est également président de la commune, de la communauté de communes Rives de Moselle, vice-président du département de la Moselle et vice-président du syndicat des eaux de la Messine. Nous avons Jean-Pierre Fortuné, hein, voilà, qui est intervenu déjà tout à l'heure, donc en tant que président du GESCOD, mais qui est aussi maire de Trinqueux et vice-président de la communauté urbaine du Grand Reims, hein, et qui a été effectivement un pionnier de l'engagement de cette collectivité dans des actions de coopération. Et Gérard Chan, donc Gérard Chan, qui est conseiller régional de la région Grand Est, conseiller à l'Eurométropole de Strasbourg et membre de la commission eau, conseiller municipal à Bischheim, membre de la commission permanente du syndicat des eaux et de l'assainissement, donc le SDEA, dont il pourra nous parler tout à l'heure, mais qui effectivement, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, hein, mais qui est effectivement un syndicat très engagé en coopération. Alors, peut-être juste pour commencer, je voulais juste revenir sur un petit point. Il y avait une petite question qui a été formulée aussi en ligne, donc qui ne s'adressait peut-être pas directement à la présidente de la région de Nouakchott, mais plus globalement à l'Assemblée. C'était effectivement aussi ce besoin d'appui, d'expertise, hein, de la part d'associations. Alors, peut-être aussi un petit élément de réponse. Alors, c'est vrai que lorsqu'une association a besoin d'appui et d'expertise, alors, il y a diverses personnes qui peuvent les appuyer. Alors, je dirais, il y a déjà des personnes dans les pays d'intervention eux-mêmes. Ne pas hésiter à s'appuyer sur le tissu d'acteurs qui existe déjà dans le pays d'intervention. Et je voulais en profiter pour mentionner le fait qu'au sein du PSO, donc nous animons des réseaux pays, c'est-à-dire des échanges en France entre acteurs qui travaillent dans le même pays sur la problématique d'eau et d'assainissement, mais aussi des plateformes pays, sur 6 pays maintenant, et dans lequel là, on anime vraiment une plateforme entre les acteurs de l'eau et l'assainissement dans ces pays, et on favorise l'articulation justement avec les partenaires en France. Donc ces plateformes, on en retrouve à Madagascar, au Burkina Faso, au Sénégal, au Liban et à partir de cette année, au Togo et au Bénin. Donc, ce sont aussi effectivement des relais qu'on a. On a des partenaires locaux, hein, qui sont nos référents dans tous ces réseaux, qui sont là aussi pour appuyer tous ces acteurs. Et je voulais compléter, côté France aussi, il y a tout un réseau d'acteurs, hein, qui sont en activité ou en retraite, qui se sentent pleinement disponibles et bénévoles pour appuyer ces dynamiques. Et il existe aussi des structures, hein, je pense par exemple à Aquassistance, hein, qui est une ONG du personnel de la Lyonnaise des Eaux, qui peut aussi mettre à disposition effectivement des compétences d'expertise pour vous appuyer dans tous ces projets. Voilà. Alors, pour revenir sur notre table ronde, alors, toute la séance d'introduction a été très riche, hein. On a bien vu toutes les problématiques que vous posez, hein, tous les acteurs en France sur cette question de l'accès à l'eau, à l'assainissement, la question effectivement de l'impact du changement climatique. Et surtout, je pense qu'on a eu une très bonne illustration par effectivement l'exposé de Madame la Présidente de la région de Nouakchott, hein, qui nous a bien montré la problématique qui se pose dans son pays, hein, une problématique qui est partagée malheureusement avec beaucoup de pays, hein. On le sait, hein, il y a un très grand défi qui reste en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement, hein, pour avoir un accès à l'eau et à l'assainissement convenable dans de très nombreux pays, tout particulièrement en Afrique subsaharienne, mais c'est aussi le cas de l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. Donc, on sait qu'il y a des gros défis, des grosses difficultés qui se posent pour une grande part de la population pour avoir accès à ces services. Et effectivement, le changement climatique exacerbe encore en fait toutes ces difficultés d'accès à ces services,
mais plus globalement de gestion et de protection de la ressource en eau. Alors, ces impacts, hein, c'est vrai qu'il y a eu quelques questions dans la salle, mais très clairement, effectivement, le changement climatique, ben, c'est ces grandes sécheresses, ces grandes périodes de sécheresse beaucoup plus difficiles qu'auparavant, hein, des périodes entre saisons de pluie qui peuvent être beaucoup plus longues. On a aussi ensuite ces problèmes, et la présidente de la Nakshot l'a bien souligné, lorsqu'il y a un épisode pluvieux, il peut être très, très brutal, très intense. Donc là, on a encore une autre problématique qui se pose, plus liée aux inondations. Et effectivement, plus globalement, effectivement, le changement climatique, fonte des glaciers et autres, on constate une élévation du niveau de la mer, donc risque de submersion pour tous les territoires côtiers ou insulaires qui sont effectivement de faible altitude. Donc, en tout cas, face à l'ensemble de ces défis, effectivement, il y a des actions qui sont déjà très clairement entreprises par les pays eux-mêmes, par les collectivités elles-mêmes, hein. On a bien vu effectivement toutes les actions engagées sur Nouakchott, avec effectivement déjà des pistes de réponse à toutes ces problématiques. Mais effectivement, les acteurs de la coopération internationale ont aussi leur rôle à jouer, hein. On a entendu Lionel Goujon ce matin montrant effectivement tout l'engagement de l'Agence française de développement dans ce secteur, hein. Alors, effectivement, ce que c'est faire une grande coopération bilatérale, c'est surtout intervenir sur des projets de grandes échelles, hein, des projets pour des investissements effectivement massifs. On a aussi vu avec David Bourmeau l'importance de la coopération institutionnelle, notamment en termes de gestion de la ressource en eau et notamment tout le rôle des agences de l'eau qu'elles peuvent apporter. Mais c'est vrai que pour répondre directement aux besoins locaux, hein, aux besoins de renforcement et de pérennisation de ces services d'eau et d'assainissement, en bon équilibre avec la disponibilité de la ressource ou en protection de cette ressource, les acteurs clés sont les collectivités locales dans les pays et idéalement, les collectivités locales au nord, et notamment françaises, jouent un rôle très important pour appuyer ces dynamiques, mais les collectivités locales, ainsi que tout le tissu associatif, hein, qu'il y a en France, qui vient aussi appuyer toutes ces actions pour répondre directement aux besoins le plus local. Alors, on a de la chance, effectivement, autour de cette table, d'avoir tous ces élus, hein, qui sont eux-mêmes déjà engagés. Alors, je soulignerai aussi même Jean-Pierre Fortuné est également alors, ce qu'on appelle élu de l'eau, une initiative que nous avons lancée au sein du PSO il y a une dizaine d'années maintenant, même plus de 10 ans, qui vise effectivement à se dire, on connaît des élus engagés et on pense que qui est le plus à même de mobiliser d'autres élus, c'est des élus qui sont déjà engagés pour montrer comment ils se sont engagés et essayer de faire adhérer d'autres élus dans de telles démarches. Alors là, certains n'ont pas encore ce label élu de l'eau, mais on les invite à adhérer avec nous. Ce qu'on vous demande n'est pas très, très fort, c'est aussi une démarche un petit peu d'affichage vis-à-vis de tous vos pairs, hein, pour montrer qu'il y a des élus qui s'engagent et qui sont prêts à témoigner dans les diverses enceintes d'élus pour montrer tout l'intérêt de telles démarches. En tout cas, je crois que les points clés que l'on souhaiterait discuter avec vous, hein, on parle de levier de la coopération internationale pour l'accès à l'eau et l'assainissement, c'est déjà comment justement on engage sa collectivité locale, on mobilise, déjà au sein d'une collectivité locale, ce sont une diversité d'élus. Certains élus peuvent être motivés, d'autres peuvent ne pas encore l'être vraiment. Donc, de quelle façon on arrive à avoir cet assentiment global de la collectivité elle-même avec l'ensemble de ses élus? Donc, je pense que ce sera un point important qu'on va vous inviter à débattre. Alors, on sait aussi que lorsqu'on a une coopération, c'est important qu'il y ait des retours vers les concitoyens, hein, vers les habitants eux-mêmes. Quelle forme d'action on peut avoir justement pour restituer et pour que la population elle-même comprenne l'engagement de leur collectivité locale à conduire de telles démarches. On sait aussi que dans de telles démarches, il peut y avoir un intérêt de réciprocité, hein. Au-delà du simple échange, il y a aussi des enseignements qu'on tire ici, que l'on peut partager avec d'autres partenaires, mais aussi des enseignements qu'on peut tirer sur les terrains que l'on appuie, des partenaires que l'on appuie, pour en tirer également des enseignements pour nos collectivités elles-mêmes.
Et puis, bien sûr, il y a toute la question de l'implication non seulement des élus qui s'y impliquent, mais les services techniques d'une municipalité ou d'une collectivité au sens large s'y impliquent. Comment le tissu d'acteurs locaux peut être impliqué dedans. Voilà toute une série de questions auxquelles je vous invite effectivement à répondre. Hein. Et Monsieur Hubert, je vais tout de suite vous laisser la parole. Voilà, et montrant tout l'engagement qu'il y a pu avoir de votre côté. Et en plus, vous avez bénéficié, vous, d'avoir une coopération forte qui a été très bien illustrée en introduction de ce débat par la présidente de Nouakchott. Alors, c'est vrai que pour faire la transition, oui, on vient de voir la présentation par la présidente de la région Nouakchott des enjeux au niveau de l'eau et de l'assainissement. Et également, nous, Eurométropole de Metz, nous sommes engagés dans un projet avec la Mauritanie. Alors, avant d'être plus détaillé sur le sujet, donc je me présente, Pascal Hubert, un conseiller délégué à l'Eurométropole de Metz, chargé de la coopération décentralisée. À titre personnel, moi j'ai une appétence, et vaut mieux d'ailleurs, puisque pour le sujet, moi j'ai fait de la coopération à Madagascar pendant plusieurs années, donc je connais un certain nombre d'enjeux et donc les problématiques qui sont liées au portage de projets dans des pays pauvres. Voilà. Donc, ce que je veux dire également, c'est que là, c'est mieux, oui. D'accord. Alors, la coopération décentralisée est une compétence récente de l'Eurométropole de Metz, hein, qui date de 2020. Donc, on est une métropole jeune dans ce domaine-là. Et donc, on met en place actuellement donc, une stratégie. Hein, parce que l'idée n'est pas, en tout cas, l'idée est d'animer, d'orchestrer donc cette coopération décentralisée. Et j'ai entendu la question de certaines associations concernant donc le fait que ce soit les collectivités, le bras armé, et puis finalement les associations qui seraient un peu moins visibles et auraient des difficultés à porter leurs projets. Donc, c'est quelque chose qu'on a intégré, nous, dans notre réflexion pour notre stratégie. Donc, on a rencontré le RESIM, hein, donc un réseau d'associations liées à la solidarité du périmètre de Metz Métropole. Effectivement, l'idée, c'est, en dehors de gros projets dont on est les porteurs, hein, c'est également de les appuyer alors, en moyens financiers, mais pas que, aussi en expertise. Donc voilà, en tout cas, nous, on est en train de mettre ça en place. Alors, pour revenir donc au projet de la Mauritanie, donc en fait, donc en 2021, septembre 2021, donc lors des 50 ans de l'Institut européen d'écologie, donc la région de Nouakchott est venue, et sa présidente est venue présenter les travaux en cours en matière de la Grande Muraille Verte, hein, donc un projet vital, hein, pour le continent africain. Et donc, en marge de cet événement, donc nous avons rencontré la présidente et ses équipes, hein, qui nous a fait part des problèmes liés à l'eau, hein, l'accès à l'eau et les problèmes d'assainissement. Et en fait, comme ce sont des compétences métropolitaines, hein, donc c'est un sujet qu'on a repris. Donc donc, ça aboutit donc un an plus tard à une signature d'une convention, d'un partenariat, pour l'eau, l'assainissement, mais pas que, hein, puisque hein, on n'est pas exclusif sur ces domaines-là, puisqu'il y a aussi l'éducation, l'enseignement supérieur, la partie économique. Hein. Et donc, en décembre, donc, on a signé également donc, une convention, cette fois-ci, donc avec bien évidemment la Mauritanie, mais avec la régie de l'eau, l'AIMF, et puis avec les deux régies, donc Aganis et je parlais agence de l'eau, pardon, et la régie de l'eau de Metz Métropole. Voilà, donc pour monter ce projet, donc un projet qui porte sur deux volets, un volet donc accès à l'eau, donc qui porte sur, alors là je regarde ma fiche, hein, plus exactement, donc sur le raccordement de ménages
de deux communes de Nouakchott, de la région de Nouakchott. Également le raccordement de 18 établissements scolaires et la construction d'un point d'eau dans chacun de ces établissements. Et elle l'avait évoqué, la présidente, hein, il y a une problématique aussi d'urgence, parce que là, on est sur des projets de long terme. Mais bon, l'urgence du quotidien, c'est que les gens puissent avoir accès à l'eau potable. Et donc, on financera également, avec donc nos partenaires, donc 5 bornes fontaines et 2 camions citernes. J'essaye d'être un peu concret pour vraiment matérialiser ce que représente ce projet. Et donc, pour un coût total de 330 000 €. Et donc, je souligne la participation de l'Agence de l'eau qui est à hauteur de 232 000 €. Hein. Et le volet assainissement, donc également une compétence de la métropole. Donc, on sera sur l'équipement de 6 établissements scolaires et de 3 marchés. Et également, parce que là, comme on l'a évoqué, hein, enfin la présidente l'a évoqué, il n'y a pas de réseau d'assainissement. Il n'y a que 3% de la population mauritanienne qui est raccordée à l'assainissement. Donc là, on est sur aussi la structuration de la filière bout de vidange. Et également, donc, on apportera un appui sur la réorganisation du service de vidange et aménagement de 2 sites de dépotage. Voilà, donc c'est un peu technique. Et donc, pour un coût total, enfin, en tout cas, notre participation à ce projet se chiffre à hauteur de 130 000 €. Voilà, donc ce que je voulais dire, donc, avant de passer la parole aux autres acteurs autour de cette table, donc la coopération décentralisée, effectivement, c'est une compétence facultative, hein, mais on comprend, enfin, en tout cas, de plus en plus la nécessité pour les collectivités de s'emparer de ces sujets. Alors, en même temps, effectivement, j'ai parlé d'autres volets tels que l'éducation, le développement économique. Donc, c'est vrai, quand on se déplace dans les pays qui nous sollicitent, enfin, en tout cas, c'est ce que aussi nous, on souhaite faire. Donc, il y aura aussi un aspect un développement économique. Hein. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est contradictoire, dans la mesure où plus il y aura d'acteurs présents sur place, plus les projets qui ont été qui ont été réalisés pourront être pérennes. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci beaucoup. Hein, voilà, pour déjà cette illustration. Et je crois que ce qui est très riche déjà, c'est de montrer justement toute la mobilisation que vous faites, hein, autant du réseau d'associations de solidarité internationale donc sur l'espace de la métropole. C'est milieu de l'enseignement, milieu universitaire, c'est la régie, comment tous ces acteurs qui ont une compétence peuvent être impliqués dans toutes ces actions. Et aussi, vous avez raison aussi d'insister à ce qu'on parle beaucoup de l'eau, mais toute la problématique de l'assainissement qui est effectivement tout à fait cruciale. Et dans beaucoup des pays d'Afrique subsaharienne, effectivement, de bien réfléchir à quelle forme d'organisation de l'assainissement on a dans une filière non collective, hein, avec toute une problématique de gestion et traitement des bouts de vidange. Alors, je voudrais inviter maintenant mon voisin de droite, hein, M. Fréburger, aussi à partager son expérience et peut-être aussi partager comment effectivement naît une coopération. Hein. Je crois qu'il y a une coopération donc, qui est en train de se développer avec une collectivité locale de République démocratique du Congo. Et quels sont les facteurs? Comment s'est créée en fait cette coopération? Écoutez, merci de me donner la parole et l'occasion aussi de vous saluer. Je suis très, très heureux d'intervenir, même durant un temps limité, avec toutes mes excuses pour le côté un peu contraint de l'emploi du temps de la journée. On m'a demandé d'intervenir en tant que maire, et comme vous l'avez dit, maire d'une commune dont le partenariat est naissant. Donc, il faut être très modeste. On est encore à l'état un petit peu embryonnaire du partenariat. S'agissant de la ville de Mézières-les-Messes, dont je suis le maire, pour la situer, nous sommes à quelques kilomètres au nord de Metz, voisin immédiat de l'Eurométropole dont Pascal Hubert vient d'évoquer l'action. Et c'est une ville de 12 000 habitants. Alors, par les contacts locaux, nous avons depuis plusieurs années déjà
un partenariat avec la PAM. Alors, l'acronyme PAM signifie Plateforme des associations africaines de la Moselle, qui a déjà organisé, en lien avec la ville, plusieurs manifestations sportives, culturelles, d'animation aussi, qui ont rencontré un assez vif succès. Donc ça se passe bien, on a pris un petit peu des habitudes de travail et ça se fait dans un climat extrêmement convivial. Est arrivé dans la boucle, il y a de cela quelques temps, une association qui a des liens avec la PAM et qui s'appelle l'association Mosenjo Solidarité. Alors, Mosenjo est le nom d'une ville, effectivement, du Congo-Brazzaville, située dans le département, là je ne vais pas me tromper, du Niari. Donc, c'est à, comment dire, quelques petites centaines de kilomètres du littoral et donc de la capitale économique du Congo-Brazzaville. C'est une ville située en région un petit peu de relief montagneuse avec couverte de forêts. Et il se trouve que le président de cette association nous a parlé des projets d'amélioration de l'infrastructure locale de traitement de l'eau, qui est, semble-t-il, enfin, moi je n'ai alors aucune compétence en la matière, mais au vu des photos et autres illustrations, qui auraient besoin d'être remises à niveau, puisqu'il semblerait tout de même que l'infrastructure soit ancienne et ne puisse pas répondre aux besoins de la population de manière évidemment satisfaisante. Et alors, quid de Mézières-les-Messes, puisque en la matière, j'apprends par ricochet que l'agence de l'eau dispose d'un programme permettant d'aider la collectivité en question à améliorer son réseau d'eau, et sur le plan budgétaire et sur le plan de l'accompagnement technique, à condition, cela fait partie des critères en quelque sorte d'éligibilité, qu'il y ait un partenariat avec une collectivité du Grand Est. Donc évidemment, compte tenu des liens qui se sont tissés, des proximités qui se sont faites, on s'est dit, mais pourquoi pas la ville de Mézières-les-Messes, avec une collectivité du Congo-Brazzaville dont la démographie est à peu près équivalente, même s'il faut dire qu'administrativement, universitairement, scolairement, la ville de Mosenjo a probablement un rôle de plus grande centralité dans son environnement donc du département du Niari que Mézières-les-Messes, même si la ville de Mézières a une position un petit peu centrale au nord de Metz et sur le sillon mosellan. Donc, on se dit pourquoi pas. Et puis en plus, moi, je réfléchissais avec la municipalité à renouer des liens dans le cadre des partenariats ou jumelages déjà existants. Parce que par moment, en fonction des municipalités, des temporalités, on s'enthousiasme pour un projet, et puis il y a des périodes de creux. Donc nous, on a un partenariat de longue date avec une collectivité allemande, avec une ville de la région toulousaine dans laquelle ont été évacués une partie des habitants de la commune, et avec une commune polonaise située à la frontière ukrainienne. Alors, cette dernière indication géographique fait qu'on a un petit peu, par la force des choses, nettement réactivé le partenariat avec la dernière commune citée, puisqu'elle se trouve vraiment à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, avec des besoins en vivres, en matériel. On a encore, il y a quelques jours, envoyé du matériel électrique. Donc, j'allais dire que ce partenariat a été réactivé sur le plan des actions malheureusement par la force dramatique des événements. Et puis, Mosenjo. Donc, Mosenjo, moi, je me dis qu'on n'avait pas de lien jusqu'à présent, mais que finalement, tout est affaire d'hommes, de relations, de connexions, d'interactions. Et puis, mettre en place un partenariat avec une collectivité d'Afrique équatoriale dans le premier objectif de
contribuer, fût-ce modestement, à remettre à niveau son infrastructure tournée vers le réseau de distribution d'eau, c'est quand même un motif que je trouve à la fois utile, pratique, vital. Et donc, le processus a ainsi été initié. Alors, évidemment, on ne va pas se limiter à cet aspect technique et budgétaire, même s'il est indispensable. Mais je tiens vraiment à ce que ce soit le premier objectif atteint, que l'on puisse, par l'officialisation de ce partenariat, permettre cet accompagnement technique et ce soutien budgétaire. Je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, mais qui a des implications très concrètes dans la vie de tous les jours. Et puis après, d'autres initiatives commencent à émerger sur le plan culturel, sur le plan culinaire, sur le plan tout simplement des relations, parce qu'on s'enrichit toujours en ouvrant un petit peu, en élargissant un petit peu son champ de vision. Et je pense qu'il y a matière à apporter des choses de part et d'autre. Au départ, finalement, en partant de l'eau. Donc, l'eau est une première étape et puis qui peut permettre d'en engager d'autres. Alors, pour la petite histoire, mais j'avais commencé à nouer de très bons contacts via WhatsApp avec Madame le maire de la commune concernée. Et je ne comprenais pas immédiatement pourquoi on me disait, mais il faudrait que vous essayiez de venir avant la fin du mois de juillet à Mossanjo. Bon, disons que ça ne se fait pas comme ça ne se décide pas d'une semaine à l'autre. Il faut quand même un petit peu le prévoir, un peu l'organiser. Puis là, ça ne collait pas pour toutes sortes de raisons. Puis il y a eu des élections municipales à la fin de l'été. Et puis, il se trouve que les très bons contacts noués, qui j'espère vont perdurer, mais ne perdureront pas avec le maire, puisque l'équipe municipale sortante n'a pas été reconduite. Et donc, nous entamons maintenant une nouvelle mise en relation avec l'équipe nouvellement élue. Non, c'est plus Madame le maire, c'est Monsieur le maire. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de rester... de densifier cette relation et puis de permettre dans un tout premier temps cette aide qui peut s'avérer essentielle et puis de développer des échanges. En tous les cas, je sens bien qu'il y a une vraie volonté de la part des élus, de la part d'un certain nombre d'habitants. Et en plus, je dirais que j'ai des concitoyens, mais aussi des interlocuteurs au sein de la PAM, qui sont même originaires de cette commune, donc qui sont nés dans cette commune. Donc ça favorise évidemment les relations, en espérant qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable et à l'ouverture à l'autre. En tous les cas, on s'engage et on le fait par étapes, mais on le fait sérieusement et en ayant bien à l'esprit qu'il ne doit pas s'agir d'un moment d'enthousiasme sans lendemain, mais que ce partenariat doit s'inscrire dans la durée. Donc voilà, parce que l'idée, c'est quand même de faire quelque chose qui puisse perdurer et puis produire de l'échange et des éléments positifs de part et d'autre au cours des prochaines années. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, excusez-moi, j'espère ne pas décevoir les participants à cette réunion, mais pour l'instant, nous en sommes là. Donc, on est très ouvert à développer et à faire, mais force est de constater qu'il nous reste encore un peu de chemin à parcourir. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Effectivement, alors moi, je trouve ça très intéressant. C'est aussi ce que vous mettez en évidence. On sait qu'il y a aussi des collectivités locales qui sont présentes des associations qui sont présentes dans la salle. L'importance, effectivement, des associations elles-mêmes pour susciter la création de coopérations décentralisées. C'est effectivement, dans beaucoup de cas, une coopération décentralisée ne vient pas forcément d'une initiative d'élus, mais plutôt d'élus qui sont à l'écoute de leur tissu associatif. Et c'est le tissu associatif, on l'a vu dans beaucoup de cas, qui a pu susciter la création de coopérations. Et l'autre point important à souligner, vous l'avez indiqué, effectivement, c'est de se dire, effectivement, en plus, il y a des outils d'appui aux actions que vous pourriez conduire dans le secteur de l'eau, notamment de l'agence de l'eau, donc qui donne encore plus de latitude, de moyens pour effectivement être prêt à s'engager. Alors, l'autre point aussi qui est important et que vous soulignez, et on sait que toute coopération décentralisée est confrontée à ça, c'est les alternances d'équipes municipales.
que ce soit chez nous ou que ce soit là-bas. Et en fait, c'est à chaque fois un grand défi. Comment maintenir ces dynamiques? Parce qu'on sait qu'effectivement, une coopération décentralisée, c'est aussi des personnes qui se rencontrent. Donc, et c'est essentiel, effectivement, dans de telles démarches. Mais comment, justement, ça peut passer ces transitions, effectivement, électorales que l'on peut avoir d'un côté ou de l'autre. Alors, maintenant, je voudrais passer non pas la parole au président du GESCOT, mais au maire, justement, aussi, et vice-président de la communauté urbaine du Grand Reims, hein, pour partager avec nous justement toute cette démarche qu'il y a eu. Et bon, maintenant, on est sur une coopération assez bien établie avec, sur le Burkina Faso. Comment ça a pu s'engager? Et en plus, vous êtes sur un contexte particulier hein, qui est effectivement, en plus, sur le plan sécurité, qui devient de plus en plus délicat. Et on a parlé de changement climatique, qui est effectivement un des pays aussi très touchés, hein, que ce soit effectivement sur des périodes de sécheresse plus longues, plus difficiles, et lorsqu'il y a un épisode pluvieux, effectivement, avec des centaines de millimètres de pluie qui tombent sur 24 ou 36 heures, avec toutes les difficultés que ça peut poser. Et j'imagine que c'est des questions auxquelles vous êtes directement confrontés aussi. Oui, tout à fait, merci. Alors déjà, la coopération décentralisée, moi en tant qu'élu, quand, entre guillemets, je dois vendre la coopération décentralisée aux uns et aux autres, en général, la totalité des personnes à qui je m'adresse ne comprennent pas très bien la terminologie coopération décentralisée. C'est presque un mot barbare pour les non-initiés. Et mon objectif et l'objectif des élus, c'est d'essayer de faire comprendre ce que c'est effectivement exactement la coopération décentralisée. Alors, le Grand Reims, moi, j'ai plusieurs types de coopération décentralisée, puisque ma commune fait de la coopération depuis maintenant 20 ans sur des pays comme la Tunisie, comme le Liban, comme la Palestine. Et dans le cadre du Grand Reims, on fait de la coopération décentralisée dans le cadre de l'eau et de l'assainissement, effectivement, depuis maintenant 17 ans. Donc, on a une certaine expérience en la matière. La coopération décentralisée vis-à-vis des élus, c'est toujours compliqué parce que quand je prends le cas du Grand Reims, nous sommes 209 conseillers communautaires, donc c'est pas banal. Et bien souvent, quand j'essaie de les convaincre, ils me répondent globalement tous pour le dire. Écoute, c'est ton truc, on te fait confiance, on est d'accord avec toi. Et effectivement, lorsqu'on passe les délibérations au conseil communautaire, il y a la majorité, la totalité des conseillers communautaires votent les délibérations qu'on est amené à leur proposer. Pour mettre en place une véritable coopération décentralisée efficace, ça passe d'abord et avant tout par des rencontres avec les hommes, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Et si on ne fait pas l'effort de mettre les hommes ensemble, ça ne fonctionne jamais. Il faut d'abord et avant tout que les hommes se rencontrent, se comprennent. C'est d'ailleurs une question de confiance. Il faut aller sur le terrain. Moi, la première coopération décentralisée que j'ai mise en place, j'ai été rencontrer un certain nombre d'élus sur le terrain au Burkina Faso, à l'est, à l'ouest, au nord, à l'époque, on pouvait y aller, et au sud. Et c'est après avoir fait du travail de terrain que j'ai rencontré un certain nombre d'élus avec qui on a mis en une certaine confiance et qu'on a pu commencer à imaginer la coopération. Donc, ça passe d'abord et avant tout par ça. Ça ne sert à rien d'imaginer des projets, de les construire tout seul chez soi pour ensuite essayer de les mettre en place sur le terrain. Ça ne fonctionne jamais. Il faut d'abord aller voir les élus. Les élus, pourquoi je dis les élus? Toute forme de coopération décentralisée passe d'abord et avant tout aussi par une rencontre avec les élus, parce que je connais beaucoup d'ONG, d'associations, avec tout le mérite qu'elles peuvent avoir, faire de la coopération, mettre en place des projets sur les territoires en ne prévenant pas les élus locaux. Et parfois, même souvent, les élus locaux sont un peu choqués. Ils se disent, vous venez sur mon territoire, vous travaillez pour mon territoire, mais vous ne me tenez pas informé de ce que vous faites. Donc, ça passe aussi par un minimum de diplomatie, si je puis dire, c'est de tenir au courant les élus de ce que vous faites et de ce qu'on fait. Ensuite, la coopération décentralisée, à notre échelle, tout le monde au niveau du Grand Reims, c'est quand même, on en est à la 4e convention au bout de 17 ans. C'est des conventions qui s'étalent sur 4 ans avec des projets structurants très bien définis, avec des financements importants, puisque à chaque fois, ce sont de l'ordre de 2 millions d'euros sur les 4 ans. Donc, et 2 millions d'euros là-bas, ça représente quelque chose. Et donc, projet très structuré. On travaille bien sûr avec les collectivités locales là-bas. Vous avez rappelé que les élus passent et à chaque fois, il faut refaire, je dirais, remettre le couvert. Moi, sur les communes avec lesquelles on travaille, on suit au 4e conseil municipaux différents. Donc, à chaque fois, il faut les convaincre et ce n'est pas toujours évident. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout une affaire d'eux. On travaille donc avec les élus, on travaille avec les comités locaux de l'eau, puisqu'ils ont des comités locaux de l'eau.
On travaille avec l'Office national de l'eau, on travaille avec les ministères, donc on travaille avec toutes les structures de l'État qui sont concernées par l'eau. Et Dieu sait que sur les pays d'Afrique, l'eau est un problème tout à fait essentiel. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est quand on veut faire de la coopération décentralisée, il faut effectivement être passionné, parce que si les élus ne sont pas passionnés, et il faut qu'ils soient passionnants, c'est-à-dire qu'en fait, essayer de convaincre leurs collègues élus pour porter ça. Mais on voit bien que dans les collectivités que vous connaissez bien, c'est d'abord des projets qui sont portés par un élu ou deux élus. Et un de mes objectifs en la matière depuis toutes ces années, c'est d'enraciner la coopération décentralisée, d'enraciner les projets qu'on a mis en place pour qu'une fois que l'élu, en l'occurrence, en charge de la coopération, une fois que l'élu n'est plus là, la coopération continue à pouvoir fonctionner. Nous, on a mis en place des échanges. Alors maintenant, c'est un peu compliqué avec le climat politique du Burkina. On avait mis en place des échanges de techniciens. Donc, nous avons envoyé des techniciens de la communauté urbaine du Grand Reims sur le terrain. On a fait venir des techniciens du Burkina chez nous. Ils ont pu confronter, effectivement, je dirais, leurs problèmes respectifs. Et c'est très intéressant, ne serait-ce que pour la pédagogie de nos techniciens dans nos collectivités qui sont toujours sûrs de leurs compétences, et Dieu sait qu'ils en ont. Lorsqu'ils sont confrontés aux demandes de nos amis burkinabés, ça les ramène de temps en temps à une réalité beaucoup plus quotidienne. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce que j'appelle la dimension humaine de ces rapports. Dans le cadre du Burkina, moi, j'ai mis en place également dans ma commune des services civiques, c'est-à-dire que j'ai des services civiques burkinabés qui viennent chez moi pendant 6 mois, ce qui permet d'avoir un impact effectivement sur les populations. On parlait tout à l'heure de la relation humaine de tous ces projets. Et lorsque vous faites venir des Burkinabés ou des Camerounais ou des Béninois chez vous, quand ils repartent chez eux, il y a une dimension complètement différente du projet que vous avez pu mettre en place. Donc pour conclure, je pourrais vous en parler pendant des heures, hein. Pour conclure, il faut que ce soit des projets structurés, portés par les élus. Moi, je suis très attentif à ce que les élus qui sont responsables de la coopération décentralisée le portent vraiment, aillent sur le terrain, parce qu'on voit bien aussi souvent que lorsqu'on rencontre nos interlocuteurs sur le terrain, ils me disent souvent, mais oui, mais on ne voit jamais les élus, c'est surtout les techniciens qui viennent parce que c'est leur job, alors qu'on aimerait bien de temps en temps voir les élus pour qu'il y ait une dimension, je dirais, supplémentaire au projet. Et si les élus ne portent pas régulièrement les projets, chers collègues, les projets disparaissent aussi vite qu'ils ont pu naître. Voilà, donc les hommes, la rencontre des hommes, des projets structurés, une organisation, et puis avoir toujours à l'esprit que ça doit être enraciné lorsque les élus ne seront plus à la tête de leur collectivité. Voilà, merci beaucoup pour ce message très fort. Voilà, on sent, comme on l'a eu avec nos autres collègues avant, on sent cette importance, être passionné, hein, vouloir aller voir le terrain qui est quand même essentiel. Hein, et là, on salue de notre côté justement le rôle d'élu de l'eau que vous assumez pleinement. Si je peux parfaire mon propos, la situation politique du Burkina fait qu'effectivement, certaines personnes me disent « mais comment tu peux continuer à mettre en place tes projets ?» Je suis actuellement en relation avec ce qu'on appelle les délégations spéciales, parce que j'ai vécu, moi, 3 coups d'État au Burkina, donc je suis un peu malheureusement habitué au mode de fonctionnement. Lorsqu'il y a un coup d'État, tous les élus disparaissent. Le gouvernement en place a mis effectivement en place ce qu'on appelle des délégations spéciales qui sont sous le contrôle des préfets. Et actuellement, on travaille, moi je travaille avec les délégations spéciales pour continuer à développer les projets qu'on a mis en place. Car si on ne le faisait pas, par définition, de facto, les populations sont les premières concernées. Et on voit bien qu'avec les délégations spéciales mises en place, elles sont très attentives à ce que nous puissions continuer dans des conditions qui sont un peu plus compliquées, puisqu'on ne peut plus beaucoup se déplacer. Mais on souhaite, moi j'ai régulièrement des contacts avec les délégations spéciales en visio pour continuer à développer des projets qui sont destinés à la population. Donc il faut éviter tout de suite, tout de go, de dire il y a un coup d'État, je ne fais plus rien, parce qu'il y a un certain nombre d'ONG qui sont tout de suite retirées, alors qu'il y a toujours la possibilité, alors jusque quand, je ne sais pas, mais il y a toujours la possibilité de déployer les projets. Oui, bravo vraiment justement pour cet engagement, parce qu'effectivement, c'est aussi un de nos combats, hein, de se dire dans toutes ces zones en crise, hein, de ne pas les laisser tomber, de ne pas les abandonner, et effectivement, qui nécessite par contre effectivement toujours de s'adapter et de ne pas d'avoir une vision trop rigoureuse, mais de s'adapter effectivement
Ce sont des délégations spéciales. Comment on apprend à travailler avec eux? Et c'est aussi justement l'objet d'une matinale qu'on va organiser dans les semaines à venir au Burkina Faso, là, avec notre plateforme Actea, elle s'appelle au Sénégal, justement pour se dire, c'est avec vous qu'on travaille, comment on articule mieux l'action, votre action entre vous, l'action avec les divers partenaires au développement. Et d'ailleurs, au mois de mai, je fais venir des délégations spéciales en France pour traiter le sujet avec eux in situ. L'autre point, vraiment, hein, j'insiste, qui est très caractéristique de la coopération décentralisée, c'est effectivement son ancrage dans la durée. Et effectivement, hein, vous le dites, c'est 17 ans. Et c'est une grande force des actions de la coopération décentralisée. C'est vrai qu'il y a certaines actions où on est lié à du projet. Un projet, c'est 3 ans, renouvelable 1 fois ou 2 fois. Et après, on passe ailleurs, tandis qu'effectivement, la coopération décentralisée a cette très grande force. Aussi, certaines associations hein, qui se ciblent sur des zones très, très précises, mais c'est effectivement essentiel pour construire effectivement une pérennité, non seulement de cette coopération, mais une pérennité aussi de ce qui est mis en place localement, et y compris ce renforcement de nos capacités, ces échanges entre techniciens, effectivement, qui sont riches, comme vous le dites, des deux côtés, qui sont tout à fait essentiels. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à Gérard Chan, hein, qui est, outre le fait qu'il est élu régional et municipal, mais à ces titres, il est membre de la commission permanente donc d'un syndicat des eaux et d'assainissement, hein, le SDEA, et justement de partager aussi avec nous, c'est une autre dimension, le syndicat. Donc là, on est sur un acteur qui est directement en prise à la problématique des services d'eau et d'assainissement, mais pas seulement, il y a aussi une problématique plus large de la ressource hein, qui est à considérer. Et il est intéressant aussi de voir comment un syndicat s'implique dans de telles actions de coopération et peut-être nous faire voyager aussi hors de l'Afrique subsaharienne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, en 2 mots, effectivement, contrairement aux 3 personnes précédentes, je ne suis pas membre d'un exécutif ni municipal, ni métropolitain, ni régional. Et peut-être que la question de l'eau est assez spécifique quand même là-dessus. Vous avez entendu le président Pfligersdorfer, président du SDEA, qui est aussi conseiller régional. Donc, j'ai le plaisir de siéger avec lui dans 2 instances, alors que nous n'avons pas été élus sur les mêmes orientations politiques. Mais qu'autour de cette question de l'eau, on est amené à travailler ensemble et je dois l'avouer, à bien travailler ensemble, et notamment sur cette question de coopération. Alors pourquoi le SDEA, le syndicat départemental de l'eau d'Alsace-Moselle, est un établissement de coopération. Donc déjà, dans l'ADN de ce syndicat, il y a le mot coopération. Et je vais vous raconter un petit souvenir d'enfance. Mon père était maire d'un village de 150 habitants. Dans les années 60, la question de l'eau, heureusement qu'il y avait la coopération, ce qui me fait penser que parfois, quand on est dans la coopération décentralisée, on n'est pas si loin que ça de ce qui se passe localement ou de l'histoire de ce qui s'est passé localement. Et je crois que je peux parler rapidement après de ce qu'on a, de ce que moi j'ai découvert en participant à un voyage récent au Cambodge, notamment sur la manière dont on envisage, effectivement, vous parliez de la gestion de la ressource, de l'eau, etc., mais aussi de la durabilité, comment, à un moment donné, on peut travailler à la structuration. Le SDEA participe à un projet donc, avec le GESCOD, avec d'autres, l'agence de l'eau, finance des creusements de puits, de mise en place de châteaux d'eau, etc. Mais la question, après, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter en termes d'expérience en tant qu'élu sur la structuration de la gestion, puisque ce n'est pas la peine d'investir si on n'a pas l'idée de durabilité derrière et d'autonomie après de ce qu'on met en place. Et donc, le voyage qu'on a fait avec 2 autres collègues élus au syndicat,
c'est surtout, ça a été des rencontres d'élus locaux. Des rencontres d'élus locaux pour structurer une forme de syndicat local. On a été, par exemple, assez, là aussi, de manière anecdotique, je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé quand il y a eu l'élection d'un comité de gestion de bassin avec l'agence de l'eau, le bassin du Stongsen, qui est un des grands fleuves du Cambodge, qui est sur deux provinces. Et donc, on a assisté à l'Assemblée générale de la mise en place du comité de gestion de ce bassin. Et il se trouve que les deux gouverneurs concernés étaient chacun candidat pour la présidence du bassin. Chaque bassin avait 20 voix. Et évidemment, le résultat, ça a été 20 voix pour chacun. Et donc, grande discussion sur comment on se sort de cette histoire-là. Je vous dis ça parce que ça me rappelle les discussions qu'on a en Alsace, Bas-Rhin, vous savez, etc. Et on n'est pas si loin que ça de nos préoccupations parfois. Ça renvoie aussi à nous. Et bon, finalement, ils ont trouvé un système de tourniquet ou de rotation, un demi-mandat pour chacun, pour la première, etc. Voilà, mais c'est pas seulement anecdotique, mais c'est aussi, ça nous renvoie à notre travail d'élu local aussi. On est aussi dans des mêmes problématiques parfois. Mais je voudrais juste revenir à une des questions que vous posiez sur qu'est-ce qui motive ou comment on motive. Je crois que le titre du colloque est intéressant parce que l'irruption de la question climatique dans les politiques publiques change la donne. Et quand on essaie d'expliquer la coopération décentralisée, je suis assez d'accord, en général, coopération décentralisée, il n'y a pas de question, tout le monde vote en gros parce qu'on va faire une bonne action dans un pays, donc on a quelques dizaines de milliers, parfois un peu plus, d'euros à y consacrer, mais ça n'interroge pas plus que ça. Sauf que là, maintenant, cette question de dérèglement climatique et de l'eau, elle devient évidente chez nous aussi. Et du coup, la question derrière des solidarités se pose, et ça se pose dans d'autres termes, parce qu'on sait que la durabilité, la préservation de la ressource, quantité, qualité, c'est des choses maintenant qu'on travaille aussi ici, que pendant longtemps, c'était la question de l'eau ici, c'était il faut qu'on ouvre un robinet, qu'il y ait de l'eau potable au robinet. C'était une histoire de tuyauterie, ce n'était pas forcément une histoire de politique publique. Et là, ça le devient. Et du coup, cette question de coopération décentralisée peut prendre une autre dimension. Et je crois que des collègues vont être de plus en plus sensibles à ça, parce qu'évidemment, sans eau potable, pas de vie, et sans solidarité, pas de vie collective non plus. On sait que maintenant que ce qui se passe à l'autre bout du monde a des répercussions à ce qui se passe chez nous. Tu l'as dit, David, ce matin, sur les questions géopolitiques, etc. Donc voilà, je crois que si on arrive à aller un peu au-delà de l'idée de, bon, on a un peu d'argent, on va aider un pays pauvre, mais à placer ça dans une autre dimension de solidarité et planétaire, je dirais, autour de ces questions climatiques, la motivation peut être plus forte chez des élus. Merci beaucoup pour cette illustration. Alors, je crois aussi que sur ce dernier point, alors, effectivement, dans la question même des services d'eau et d'assainissement, justement, n'est pas vue que d'un plan technique, mais de plus en plus sur une réelle réflexion d'une politique publique à mettre en place. Mais c'est vrai que la réflexion plus globale encore avec le changement climatique, on se préoccupe non seulement de ce service, on se préoccupe de l'évacuation des eaux pluviales, de l'aménagement du territoire à une plus grande échelle. Donc, effectivement, ça change beaucoup les données. Alors, on a un petit peu dépassé les temps, mais je voulais savoir si on se prenait quand même un petit temps pour laisser la parole aux participants pour d'éventuels commentaires ou remarques. Je ne sais pas si le temps est disponible encore. Alors, il nous reste 5 minutes, donc il faudrait vraiment une ou deux contributions seulement. Je sais que ça va en frustrer beaucoup parce que c'était très riche et on vous en remercie. Mais malheureusement, pour qu'on puisse tenir le timing pour la suite, on ne va pas pouvoir aller plus loin qu'une ou deux questions. Donc, j'ai une main qui s'est levée dans la salle.
Oui, merci pour vos riches contributions et notamment sur l'enjeu de vos structures respectives, hein, et des prises de responsabilités que vous avez. Mais ma question s'adresse aux responsables politiques que vous êtes à haut niveau de responsabilité. Et je me pose la question du nerf de la guerre, du financement. Vous êtes effectivement des structures décentralisées, des coopérations décentralisées qui sont financées avec le denier public. Donc, vous devez justifier le bien fondé de vos actions. Mais là, on est dans une problématique d'échelle. Vous avez cité des montants qui est aussi entre 1 à 10 millions quand tout va bien. Mais là, je pense qu'on est dans une problématique de masse, de besoins de masse qui ne sont pas encore dans les consciences ou plutôt dans les préoccupations des budgets des États. Et la question, c'est être beaucoup plus porteur de plaidoyer, d'actions de financement, bien que vous soyez des structures publiques, que vous imaginiez des structures de financement extra-publiques, extra-étatiques, donc c'est une question ouverte évidemment, mais créer, comme la loi Oudin-Santini a créé votre financement qui vous a donné une stature internationale, qu'est-ce que vous pouvez proposer, imaginer dans les hautes sphères et au niveau des investisseurs et des banques, de la bourse, enfin de toutes ces actions financières internationales où vous deviez trouver un prélèvement, je dirais pas 1% ou 3% sur les échanges financiers. Et j'aimerais que vous soyez porteur de ces ambitions pour que l'échelle de la mise en œuvre de vos actions soit multipliée par 100 ou par 1000. C'est évidemment un beau rêve, mais je pense que pour reprendre les termes du monsieur de Strasbourg, j'ai oublié son nom, oui, excusez-moi, c'est de Reims également. Vous avez conscience qu'il y a tout un plaidoyer à porter. Et là, je manque un peu de visibilité dans vos interventions, bien que ce ne soit pas effectivement le sujet de notre rencontre. Mais les associations, les citoyens ont besoin de voir ça, et autant en Europe que dans les pays que vous aidez. Merci. Merci beaucoup. Alors, une très vaste question. On sait que les besoins en financement pour le secteur de l'eau et l'assainissement sont énormes. On a vu même les grands chiffres que nous annonce déjà l'AFD. Et effectivement, il faut voir aussi la diversité des besoins, des diversités de cibles de toute cette action. Alors, on ne va peut-être pas avoir le temps de répondre à toute cette question. Hein. Là, on aurait de quoi ouvrir un grand débat. Mais je vais peut-être juste quand même laisser 30 secondes, 1 minute à chacun, peut-être pour réagir autour de cette question, mais surtout de donner son petit mot de conclusion de notre table ronde de ce matin. Je vous laisse la parole pour commencer, Monsieur Hubert. Bien, mais effectivement, c'est un vaste sujet. Hein. Donc, en fait, il y a pas mal d'acteurs extra-publics qui interviennent en matière de financement. Donc, on ne va pas tous les lister, mais je pense que c'est une préoccupation de beaucoup d'acteurs. Voilà, moi, en guise de conclusion, ce que je voulais dire, c'est que, bon, à titre personnel, moi, c'est les échanges qu'on a pu avoir avec ce que j'ai pu entendre et les échanges que j'ai pu avoir enrichissent ma vision de la coopération décentralisée. C'est le but. Hein. Et je retiens également que là, on est dans une dimension humaine. Et il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai qu'on a abordé beaucoup d'aspects techniques, mais il faut retenir l'humain et la solidarité. Voilà. Moi, je vais être très court, puisqu'on a parlé effectivement de coopération, puis vous allez en parler cet après-midi et demain toute la journée. Il y a un certain nombre d'élus à la tribune. Moi, ce que je souhaiterais dire aux élus, c'est qu'ils puissent dire à leurs collègues élus, et Dieu sait qu'il y en a un certain nombre, hein, que GESCOD est à la disposition de tous les élus du Grand Est, hein, parce que les collaborateurs de GESCOD ont une compétence extraordinaire. Et ce que je souhaiterais vous dire, mes chers collègues, c'est que vous puissiez en faire part à tous vos élus dans vos conseils municipaux différents, qu'on est là pour mettre en place les projets que vous pouvez imaginer, puisque c'est notre cœur de métier. Et n'hésitez pas à venir à vous rapprocher des collaborateurs de GESCOD pour qu'on puisse ensemble faire fructifier vos projets et les porter bien au-delà de vos communes respectives. Merci.
Alors, en quelques mots, oui, je confirme. Alors, le retour que j'ai au stade où nous en sommes me fait dire que GESCOD dispose de compétences et représente un appui important pour ce que l'on essaye de faire. Premier point. Deuxième point, par rapport à l'interpellation de monsieur, moi, je pense effectivement, sans rentrer dans le débat, parce qu'effectivement, il nous emmènerait très loin, mais qu'il faut qu'on puisse mobiliser aussi des financements privés, évidemment. Alors, je ne compare pas du tout nos collectivités françaises hexagonales à celles des pays avec lesquels il y a des partenariats. Ce serait indécent, mais on apprend aussi depuis un certain nombre d'années à faire très attention à l'usage des moyens publics. Moi, depuis que je suis maire, ça fait 9 ans, j'ai vu les dotations baisser, comment dire, de manière nette et chaque année. Voilà, donc on essaye. Je n'ai aucune compétence technique dans le domaine de l'eau, je n'ai pas du tout de prétention en la matière, j'ai une volonté politique. En revanche, je deviens un bon spécialiste local de la mobilisation des financements privés, puisqu'à défaut d'avoir des ressources publiques, on se tourne vers le privé. Donc, je crois que ce qui est réalisable à l'échelle locale peut être envisageable à une plus large échelle, et je pense que ça doit participer d'un mouvement beaucoup plus large que la seule mobilisation de fonds publics. Et je retiens aussi que, avant toute chose, il y a des questions qui concernent des hommes et des femmes et donc une volonté. Et à partir du moment où une volonté politique s'exprime, il faut qu'on arrive à trouver les moyens, quelle que soit leur origine, pour parvenir à atteindre des objectifs qui sont importants pour tout le monde. Oui, je vais essayer d'être assez rapide aussi. Cette question importante, évidemment, des moyens. Après, chacun à son niveau. Vous dites qu'on est des élus de haut niveau, on est surtout des élus locaux et que nous traitons les choses dans nos compétences d'élus locaux, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas en relation avec des élus nationaux, voire des parlementaires, pour éventuellement leur expliquer 2-3 choses pour faire évoluer des législations, taxation de transactions, etc. Enfin, ou d'autres choses. C'est des débats que je pense que les uns et les autres nous avons avec les gens qu'on connaît au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, c'est-à-dire ceux qui font les lois. Mais je crois que l'intérêt de cette coopération décentralisée telle qu'elle est présentée ici, en lien avec le GESCOD, avec d'autres partenaires, c'est l'action, par exemple, du SDEA, elle est finalement assez minime. Mais le fait de l'inscrire, et les budgets aussi d'ailleurs, je voudrais qu'ils soient un peu plus grands, on va peut-être militer pour ça, mais j'en fais mon affaire au sein de la structure. Mais le fait de s'inscrire dans quelque chose qui a une dimension plus importante permet, entre guillemets, de rentabiliser mieux un euro investi. Et l'idée même de travailler sur avec la perspective que ce soit un modèle qui devienne autonome, génère par lui-même des recettes pour ensuite se développer dans le pays même et devenir autonome. Là aussi, cette perspective-là est intéressante parce que c'est finalement un effet starter pour démarrer et qu'après les choses se mettent et d'aider à la structuration de l'aide à maîtrise d'ouvrage pour structurer le propre développement du projet même et de la gestion locale. Voilà, je crois que l'intérêt de participer à quelque chose de collectif, même avec des petits moyens, quand on l'inscrit, quand on met ça dans un pot commun, ça a un peu plus d'impact que si chacun agit dans son coin. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais dire un très grand merci à nos 4 participants. Un grand merci effectivement pour leur engagement sur ces questions qu'ils partagent avec nous tous. On ne peut que saluer ça. Retenir effectivement la chance que vous avez au niveau du Grand Est, d'avoir effectivement de nombreux acteurs qui peuvent vous appuyer techniquement, financièrement. Le rôle clé du GESCOD, qui a cette double fonction, animateur d'un réseau régional multi-acteurs, mais aussi une réelle compétence technique pour vous appuyer. Alors, je voudrais aussi terminer cette rencontre en rendant hommage à notre ancien président du programme Solidarité Eau. Alors, je le fais en réponse à la question qu'il y a eu sur le financement. Donc, Pierre-Frédéric Ténière-Buchot a été notre vice-président, puis notre président depuis la création du PSO. Il est malheureusement décédé en octobre dernier.
Et alors, c'est quelqu'un qui nous a tous beaucoup marqué. On avait un colloque en son hommage hier à Paris. Mais pour souligner que sur cette question du financement, il y était très sensible. Il nous disait toujours, l'argent est le nerf de la guerre. On travaille sur l'eau et tout ça, mais il faut bien prendre en compte toutes ces questions. Aussi, pour signaler que en début des années 2000, il avait été le rédacteur d'un rapport qui s'appelle Financing Water for All, donc un rapport issu d'un panel qui était présidé par Michel Camdessus, et justement dans lequel cette problématique de la masse de financement dont on avait besoin était mis en évidence avec toutes les modérations, vers où on veut aller, jusqu'où on veut aller, de quelle façon il arrive là-bas, et aussi toute cette diversité de partenaires à mobiliser. Et effectivement, derrière ça, ça mettait clairement en évidence qu'il y a des actions qui nécessiteront des financements massifs à très grande échelle via les acteurs nationaux, et d'autres financements qui auront beaucoup plus d'actions directement en intervenant au niveau local. Donc, effectivement, on a tous un travail, action au niveau local, action de plaidoyer accrue pour mobiliser de nouveaux acteurs pour financer, y compris effectivement de l'État français. Il y a le fameux 0,7% du PIB qui est un objectif qu'on n'a encore jamais attendu. Donc, on a effectivement aussi tout ce rôle de plaidoyer à jouer. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Et puis, on espère que même nos autres élus seront bientôt prêts à s'engager aussi sur notre charte d'élus de l'eau et continuer comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vous avez déjà fait l'exercice qu'on attend d'élus de l'eau, de partager votre passion, votre intérêt et votre engagement à s'engager effectivement à l'international. Merci beaucoup.